Quatrième cercle. Oncle Tom, Rebolera. Réintégration. Je regardais autour de moi. L'autobus était presque vide. Il y avait 2 jeunes noirs avec des tresses appuyés à la porte de sortie, devant moi une petite vieille avec son sac de course, et sur le siège du fond un monsieur d'allure modeste. Je me levai et allai vers le conducteur. Un panneau disait « Interdit de parler au conducteur ». C'était un Capverdien svelte, à l'air indifférent. Je lui indiquai que j'allais à Rebolera et voulais savoir à quel arrêt descendre. Il fit un mouvement des lèvres, comme un petit sifflement. « C'est le terminus », répondit-il en regardant devant lui. « Tout le monde descend. Rebolera, c'est le terminus, et ensuite il n'y a plus rien. » Je fus le dernier à descendre. C'était une place circulaire pleine de mauvaises herbes, avec au centre une espèce d'énorme boule de granit qui devait être un monument à quelque chose ou à quelqu'un. À côté se trouvait une plaque de métal surmontée d'une inscription. « Bienvenue à Rebolera ». Sur la plaque était dessiné le quartier, avec les rues et les indications. Je cherchais à m'orienter. Rua Cabo Verde, Rua Angola, Rua São Tomé, Rua Moçambique. C'était un lotissement d'immeubles populaires, avec des rues en terre battue et des petites places glauques. Je pris à droite, parcourus une petite avenue bordée d'arbres maigrichons. Il n'y avait pas d'égout, ni aucune autre infrastructure dans cet endroit. On le voyait bien. Je trouvai finalement la Rua São Tomé, cherchai le numéro 23. Comme d'habitude, il n'y avait pas les noms sur les sonnettes. Il fallait se souvenir de l'étage. C'était le 6e à gauche ou le 6e à droite? Une voix pâteuse me répondit, avec un léger accent africain qui ouvrait les voyelles arrondies. « Je suis Slovaski, dis-je, et il répondit. Ici c'est Almeida. Vous pouvez monter. 6e étage à droite. Il n'y a pas d'ascenseur. Une vieille dame noire, assez grosse, aux cheveux clairsemés, m'ouvrit. On entrait directement dans une minuscule salle à manger où se trouvait une table ronde pleine d'assiettes sales. Dans l'angle, il y avait une jeune fille d'une 15aine d'années qui repassait une montagne de linge. « Ma nièce, Maria Oshita, dit la dame. Installez-vous, mon mari arrive tout de suite. » Elle me fit asseoir sur une chaise devant les assiettes sales. En face, sur la paroi vide de meubles, il y avait une affiche colorée qui reproduisait une île avec un volcan. L'homme entra, avec un air ensommeillé et des cheveux blancs en bataille. C'était un noir d'une 60aine d'années. Il avait curieusement les yeux clairs, presque albinos. Il était maigre, portait un maillot de corps et avait une bedaine ronde comme une pastèque. « Soyez le bienvenu, dit-il. Je suis Joaquim Francisco Tomás de Almeida, mais vous pouvez m'appeler Tom, ou plutôt oncle Tom si vous préférez. C'est ainsi que tout le monde m'appelle. » Il fit sortir les 2 femmes en leur parlant en créole. Je ne compris pas bien, mais il ne les voulait de toute évidence pas dans les parages. Puis il alla vers le buffet et prit une bouteille et 2 verres. « Cachaça, dit-il. Elle vient de mon pays. » J'essayai de refuser, mais ce n'était pas possible. J'en sirotai une goutte. C'était du feu. « Écoutez, monsieur Almeida, dis-je, racontez-moi tout. » Il me regarda de ses petits yeux clairs, se versa un autre verre et l'avala d'un trait. « Tout quoi ?» demanda-t-il. « Tout, dis-je. »« Tout n'est rien, dit-il en écartant les bras. »« Si tout n'est rien, alors je veux savoir le tout qui n'est rien, répliquai-je. Comment elle est morte? Pourquoi elle a avalé des morceaux de verre? Qui l'avait dénoncée? Vous le savez, vous avez été son gardien à Caxias pendant 1 semaine. Vous avez eu la possibilité de parler avec elle. Vous savez tout d'Isabelle. » Il but un autre verre. « Tout n'est rien, répondit-il. Vous allez vous enivrer, monsieur Almeida. Vous allez vous enivrer, dis-je. Il alluma un cigarillo. « C'est mieux, dit-il. Comme ça, la peur disparaît. »« La peur de quoi ?» dis-je. « Écoutez, monsieur Almeida, je viens de très loin pour savoir, parce qu'un ami à moi m'a poussé à savoir, et désormais la vérité me brûle à l'intérieur. Je dois savoir la vérité avant de retourner au loin. Isabelle s'est tuée parce qu'elle avait été dénoncée. Et si c'est le cas, comment est-elle morte? Et quand? Et dans quelles circonstances? Je veux connaître la vérité. Vous ne pouvez pas avoir peur de la vérité. Tant de temps a passé désormais. Ce pays a changé. Personne ne peut vous faire aucun mal. Dites-moi tout. » Il regarda le plafond et susurra. « Tout n'est rien. »
Je donnai un coup de poing sur la table qui fit valser les verres. Ça suffit, m'exclamai-je. Ça suffit, monsieur Almeida, ou oncle Tom si vous préférez. Je veux savoir avant tout si Isabelle s'est suicidée pour des raisons personnelles ou pour des raisons politiques. Je ne connaissais pas ses raisons personnelles, répondit-il placidement. La demoiselle ne m'a jamais parlé de ses raisons personnelles. Mais bon Dieu, dis-je en essayant de me contenir, vous avez été son gardien. Vous avez bien eu le temps de la regarder. Vous avez pu vous rendre compte si elle attendait un enfant. Bref, si elle avait le ventre gonflé. Des yeux pour regarder son ventre, vous les avez certainement eus. Monsieur Almeida se toucha les sourcils. Avec ses yeux, je n'ai rien vu, répondit-il séraphique. Oui, repris-je, parce que rien n'est tout et tout n'est rien. Mais à moi, on m'a dit qu'Isabelle attendait un enfant. C'est un bruit qui venait de ses amis. Il but un autre verre et dit en créole. Cachaça très bonne. Puis il porta une main sur son cœur et murmura. La demoiselle n'attendait aucun enfant, et ça je peux en témoigner. La chose me surprend, répondis-je, encore que tout soit possible. Avec Isabelle, tout était possible. Mais alors, monsieur Almeida, pourquoi a-t-elle avalé ces morceaux de verre? Sa femme entr'ouvrit la porte et passa la tête d'un air curieux. Monsieur Almeida lui fit un geste autoritaire sans dire un mot, et elle se retira aussitôt. Le silence tomba sur nous. Monsieur Almeida ralluma un cigarillo qui s'était éteint et dit à voix basse. C'est un grand imbroglio, cher monsieur, un grand imbroglio. J'essayai de me donner un peu de courage et bus une autre goutte de cachaça. Racontez-moi cet imbroglio, monsieur Almeida, je vous en prie. Vous êtes le seul qui puisse me raconter cet imbroglio. Le vieux se leva et ferma à clé la porte qui donnait sur le corridor. Il aspira une bouffée et rejeta la fumée en 2 anneaux concentriques qu'il fixa attentivement comme si c'était la chose la plus importante au monde. La demoiselle n'a pas mangé de morceaux de verre, murmura-t-il. Elle n'est pas morte en prison, c'est seulement ce que tout le monde a cru. Mais la vérité est différente. Brusquement, je mis ma main sur la sienne et la serrai. Si vous connaissez cette vérité, dis-je, monsieur Almeida, ou si vous préférez mon ami oncle Tom, dites-la moi, ça ne peut vous faire aucun mal. Monsieur Almeida alla à la fenêtre et regarda dehors. Les vitres étaient couvertes de pluie. Il tombait à présent une petite pluie toute fine. Parfois l'après-midi, je me mets à la fenêtre et je regarde la rue, marmonna-t-il presque imperceptiblement. Et je regarde les chiens. Ce quartier est plein de chiens errants. Peut-être ne le comprenez-vous pas, cher ami, mais ces chiens me lient au Cap-Vert plus que les personnes que je connais, car au Cap-Vert, il y a aussi beaucoup de chiens errants. Et d'habitude, ils sont jaunes, exactement comme ici à Rebolera. Alors je me mets à réfléchir à ce qui lie ce village au Cap-Vert, et j'en viens à croire que ce sont les chiens errants, les chiens jaunes. Du reste, je n'ai plus personne au Cap-Vert. Toute ma famille est morte. J'ai un cousin qui est fonctionnaire d'État, mais il ne veut rien savoir d'une personne comme moi qui a été gardien dans une prison politique pendant le fascisme. Il ne me salue même pas. C'est un connard. Il ne peut pas imaginer ce que j'ai fait pour la démocratie de ce pays. Et aussi de son pays. Combien de fois ai-je mis ma vie en péril? Ce crétin ne peut rien comprendre. Il est fonctionnaire. Et vous, vous n'avez pas été fonctionnaire toute votre vie? Lui objectai-je. Oui, murmura-t-il. Mais comment? Vous savez, cher monsieur, parfois les prisonniers arrivaient couverts de bleu parce que c'est Lapide qui les avait attrapés. Et ça ne plaisantait pas. Après l'infirmerie, il les mettait en cellule, avec le visage violacé et les poumons gonflés par les coups de matraque. Et alors c'est moi qui les soignais, l'oncle Tom. Je leur préparais du café, je leur mettais de la glace sur les blessures, et ils se confiaient à moi. Et puis ils me donnaient des lettres pour leurs proches que j'allais expédier à la poste centrale. Bref, des choses dans le genre. Je les aidais, je faisais mon possible, parce que je savais ce qu'étaient en train de subir mes frères au Cap-Vert qui voulaient être libres. Ils subissaient exactement les mêmes choses. Et un beau soir arriva la demoiselle Isabelle. L'oncle Tom fit une pause. Elle n'avait pas de papier, continua-t-il, et déclara s'appeler Magda. Ils la cognèrent durant l'interrogatoire, mais elle avait déjà été frappée dans la voiture de la police politique. Elle avait le visage gonflé et des valises sous les yeux. Qui sait pourquoi, elle me donna l'impression d'être ma fille, une Cap-Verdienne comme moi. Vous trouvez étrange que je vous dise cela? Exactement une vraie Cap-Verdienne, même si elle était blonde. Monsieur Almeida se tut, ouvrit la fenêtre, se pencha, regarda en bas et jeta le mégot de son cigarillo. L'imbroglio a commencé ainsi, ajouta-t-il.
Mais pour être honnête, je dois dire que j'ai aussi été payé. Ou plutôt, je l'ai fait surtout parce qu'on me payait. Je veux dire, ce ne fut pas pour des raisons idéologiques. Après tout, j'avais besoin d'un peu d'argent. Ma femme avait accouché de 4 enfants, et vous savez, cher monsieur, ce n'est pas avec la paye d'un gardien qu'on peut entretenir comme il se doit une famille de 7 personnes, en comptant aussi ma mère. Au moins pour qu'il ne manque pas de nourriture. Comme vous le savez, le plat national est la cachupa, qui se fait avec du maïs, des haricots, du manioc et de la viande de bœuf et de cochon. Ça, c'est la cachupa riche. Mais nous ne mangions que de la cachupa pauvre, à savoir des céréales avec une tranche de boudin. Et donc, quand ils m'ont proposé cet argent, je me suis dit, pourquoi ne pas offrir une belle cachupa riche à ma famille pour quelques mois? Et c'est ainsi que j'ai accepté et me suis mis dans l'imbroglio. Monsieur Almeida, dis-je, c'est la 3e fois que vous me parlez d'un imbroglio. Vous voulez bien m'expliquer ce que fut cet imbroglio? Monsieur Almeida revint s'asseoir et alluma un autre cigarillo. Ses mains tremblaient légèrement. Je me rendis compte qu'il était nerveux. Vous voulez un peu de cachaça? Me demanda-t-il. Non merci, répondis-je. Il aspira une bouffée de fumée et, en me regardant dans les yeux, comme s'il s'agissait d'un secret qui mettait en doute son honnêteté, il susurra. Un imbroglio simple, un imbroglio. Mais au fond, tout se passa bien. Et sans me donner le temps de répliquer, il continua. Ça se déroula ainsi donc, c'était en janvier. Il me semble que c'était en janvier. En tout cas, il faisait froid. Au matin, ils amenèrent en prison une étudiante qui avait été arrêtée à l'université. Cette semaine-là, il y avait eu beaucoup de manifestations d'étudiants et la police attrapait ce qu'elle pouvait. Elle ne les fichait même pas et les flanquait directement à Caxias, sans les interroger ni rien. Dans l'après-midi, la fille en question cassa une bouteille et mangea les morceaux de verre pour se suicider. Elle était désespérée. Elle était fragile. Elle avait été poursuivie et humiliée. Je fus avisé et reçus des ordres. Je donnai l'alarme et on vint pour la suicider. Il y eut une grande confusion parce que les autorités craignaient que ces choses ne se sachent à l'extérieur. J'ouvris la cellule de mademoiselle Isabelle et lui donnai un manteau. Je lui recommandai de dire qu'elle était la sœur de la suicidée. Elle descendit avec la fille à côté du brancard comme si de rien n'était et dit qu'elle accompagnait sa sœur à l'hôpital de Santa Maria. Et vous ne le croirez pas, mais personne n'y prêta attention. Ils la firent sortir tranquillement. Le directeur de la prison n'était pas là, son adjoint était un imbécile avec une peur que je ne vous dis pas. Mademoiselle Isabelle entra dans l'ambulance avec sa soi-disant sœur. Elle descendit tranquillement aux urgences et s'en alla ensuite pour son compte, comme si de rien n'était. Voilà, l'imbroglio s'est déroulé ainsi. Monsieur Almeida avait le front perlé de sueur. Il m'avait fait la confession de sa vie et espérait avec des yeux implorants que j'allais la comprendre. Et je la comprenais. Je comprenais parfaitement ce vieux capverdien démocrate à sa façon qui était entré dans un imbroglio, comme il disait, pour manger une cachupa riche avec sa famille. Peut-être était-ce là le secret de toute sa vie, et il me l'avait confié. J'eus de la tendresse pour lui. Je pris un mouchoir en papier dans ma veste et le lui tendis. Il essuya sa transpiration et murmura. « Vous voulez en savoir plus, mon ami ?» Je le regardai et me servis un autre verre de cachaça, histoire de le mettre en confiance. « Bien sûr, répondis-je. J'aimerais savoir qui vous a donné ces ordres. » L'organisation, répondit-il avec simplicité. Je suis sûr que l'organisation avait un visage, répondis-je, qu'il y avait quelqu'un. J'aimerais savoir de qui il s'agissait. Monsieur Almeida se gratta la tête. Je dois vraiment vous le dire? Me demanda-t-il. Si vous voulez, dis-je, pour moi ce serait fondamental, vraiment fondamental. Monsieur Almeida se gratta de nouveau la tête. Je ne sais pas si je dois vous le dire, confessa-t-il. Mais désormais tellement de temps a passé. Ce pays a changé. Tellement de temps a passé. Alors dites-le moi, m'énervai-je. Monsieur Almeida, d'un geste qui semblait définitif, écrasa son cigarillo dans une assiette sale. C'était Monsieur Thiago, dit-il en scandant les mots. Et qui était Monsieur Thiago? Demandai-je. Où puis-je le trouver? Je ne connais pas son nom de famille, répondit Monsieur Almeida. Je sais qu'il avait un studio de photographie à Praça das Flores. C'était un photographe célèbre aussi à l'étranger. Il avait photographié l'Alentejo et ses livres avaient été publiés en France. Il avait un studio à Praça das Flores, comme je vous l'ai dit. Oui, répliquai-je, mais s'il n'existe plus, si je ne le trouve plus? C'est simple, répondit Monsieur Almeida. Il suffit de demander à la boucherie qui est à l'angle.
Le boucher le connaissait très bien et je crois qu'il saura comment le retrouver. C'est un boucher que je connais aussi, parce que je vais de temps en temps lui acheter de la viande pour une cachoupa riche. Mais, vous savez, ce n'est pas qu'on puisse se permettre une cachoupa riche très souvent. Je le regardai et il me regarda. Je suppose que notre conversation est terminée, dit-il. Je le suppose aussi, répondis-je. Vous savez, monsieur Almeida, parfois vous parlez comme un Anglais. Je ne connais pas les Anglais, répondit-il. Je suis simplement capverdien, ou du moins je l'étais. À présent, je ne sais même plus ce que je suis. Je vis dans ce quartier de banlieue. Vous savez, j'ai toujours vécu en banlieue. Je me levai et me dirigeai vers la porte. Monsieur Almeida me tendit la main. Je sortis sur le palier et il m'accompagna. Au revoir, monsieur Almeida, lui dis-je en descendant la première marche. Au revoir, dit-il. Ça m'aurait davantage plu si vous m'aviez appelé oncle Tom. Il n'y a que le facteur qui m'appelle monsieur Almeida. Considérez-moi comme votre facteur, dis-je en descendant quelques marches. Mais ne vous en faites pas, je ne sonnerai pas une seconde fois. Il s'appuya à la rampe et dit à voix basse. Ne croyez pas que je sois un communiste. Ce serait une erreur. Je l'ai fait pour la cachoupa riche, mais cette jeune femme m'était sympathique. J'arrivai sur la place circulaire et regardai autour de moi. Il n'y avait pas l'ombre d'un taxi. Quel taxi aurait pu stationner à Reboleira ? L'autobus avec lequel j'étais arrivé était encore arrêté au terminus. Sur le tableau de bord était écrit « Prochain départ 20h ». Les portes étaient ouvertes. Je montai dedans et me résignai. Il s'agissait juste d'attendre 1 heure.